Bonjour, cette vidéo s'adresse à tous mes élèves de troisième. Elle est destinée à vous aider à comprendre la correction de la leçon sur l'agriculture française, ou plus exactement sur les espaces agricoles français. Donc normalement, si tout se passe bien, vous avez fait cette carte. Si vous ne l'avez pas encore fait, arrêtez tout de suite la vidéo et allez la faire avant, parce que nous allons l'utiliser voilà, dans le fil de l'explication. Alors, la première question de cette leçon, c'était quelle place occupe l'agriculture française dans le monde. Comme vous avez pu le voir dans le livre, elle occupe une place importante puisque on vous dit qu'elle est la France est le cinquième exportateur mondial de produits agricoles. En fait, aujourd'hui, il est devenu le sixième, mais voilà, il se range parmi les grands producteurs agricoles dans le monde. Sixième sur 200 pays, c'est pas mal. Et puis dans l'Union européenne, comme vous le voyez sur ce graphique, la France domine assez largement ses concurrents en termes de valeur de la production agricole. Elle est devant l'Allemagne et l'Italie, et puis surtout, elle est beaucoup plus, son agriculture est beaucoup plus valorisée que celle du Royaume-Uni ou des Pays-Bas, par exemple, qui sont des pays très urbanisés et qui ont un peu sacrifié leur agriculture au cours de leur histoire, ce qui n'est pas le cas de la France. Alors, il y a une raison à cela, c'est que, évidemment, la France est dotée d'un capital naturel très très important. Les sols agricoles, c'est un pays assez vaste pour un pays de l'Union européenne, hein, c'est le pays le plus grand en superficie, et c'est aussi un pays qui a encore une surface agricole utilisée assez importante, puisqu'elle représente encore la moitié du pays. Alors bien sûr, c'est en train de diminuer avec, vous vous rappelez, la périurbanisation qui grignote un peu ces espaces agricoles, mais ça reste, pour un pays européen, pour un pays riche, ça reste quelque chose d'assez important. Et puis c'est aussi un pays qui offre, parce que c'est un carrefour entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, entre des climats qui présentent une très grande variété de climats, eh bien c'est un pays qui offre une grande diversité d'opportunités agricoles. Par exemple, évidemment, par exemple, le climat océanique de la Normandie a pu favoriser la pousse de prairies, qui a favorisé l'élevage laitier. L'ensoleillement du sud méditerranéen est évidemment très favorable à la culture des fruits et légumes, que vous avez pu le voir dans l'étude de cas. Voilà, on a une très grande diversité de sols également, hein, qui, par exemple, explique la diversité des vins produits en France. Voilà, tous les pays n'offrent pas une aussi grande diversité. Donc, l'idée principale ici à retenir, c'est on est une grande puissance agricole, on est le sixième exportateur mondial, et puis c'est dû en partie donc à l'étendue des terres agricoles et à la diversité des milieux bioclimatiques, c'est-à-dire à la fois le sol et le climat. C'est dû bien sûr au travail des agriculteurs, hein, c'est-à-dire que la nature ne fait pas tout et les agriculteurs français sont les premiers responsables de cette réussite économique. Alors, ce qui peut paraître étonnant quand on regarde ce graphique, c'est que jamais la production agricole française n'a été aussi importante. Or, jamais il y a eu aussi peu de gens travaillant dans l'agriculture. En fait, quand on remonte au tout début du XXe siècle, la moitié des actifs travaillaient encore dans l'agriculture. Après la Seconde Guerre mondiale, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, c'était un tiers de la population active. Je rappelle que la population active, c'est ceux qui ont ou qui cherchent un emploi. Donc voilà, tous les adultes travaillant. Donc il y avait une personne sur trois qui travaillait dans l'agriculture en 1945. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une sur 50. À peu près 2%. Ça s'est stabilisé à peu près depuis 10 ans à 2%, non pas de la population, mais simplement de la population active. C'est-à-dire vraiment une part très peu importante des gens. Donc, comment on peut expliquer ce paradoxe? Comment on peut expliquer le fait qu'on n'a jamais autant produit de produits agricoles alors avec aussi peu de monde? Eh bien, il y a deux raisons. Comme vous avez pu le voir dans cette question, il y a à la fois une raison technologique qui est assez évidente, je pense, pour tout le monde, et puis il y a aussi une évolution dans la localisation des différentes productions agricoles. Alors, on va commencer par l'explication technologique qui est la plus évidente, que d'ailleurs votre livre mettait en valeur.
avec ces quelques mots qui se trouvent au début du paragraphe B1, l'idée que avec la mondialisation, avec la concurrence, avec aussi à un moment donné, pendant les années 50, 60 jusqu'aux années 90, une politique de la communauté européenne qui a consisté à encourager les agriculteurs à se moderniser. Donc voilà, la principale raison, c'est la modernisation, bien sûr, de l'activité. Alors on va voir en quoi consiste concrètement cette modernisation. Vous en avez une petite idée avec cette vignette. Donc la modernisation, c'est à la fois la mécanisation, la multiplication des produits qu'on appelle phytosanitaires et la concentration des terres. Commençons par un exemple sur la mécanisation. L'agriculture de 1945, c'était une agriculture qui, contrairement par exemple à l'agriculture américaine, était encore très peu mécanisée. Je vais prendre l'exemple de la moisson, c'est-à-dire de la récolte des céréales, et en particulier du blé. La moisson, ça voulait dire en 1945 passer la moissonneuse lieuse, souvent encore tirée par des chevaux. Donc cette moissonneuse, comme vous le voyez sur cette photo, elle coupe le blé, elle fait les gerbes, elle lie les gerbes, et puis elle les pose. Il y a encore l'épi et la tige. Ensuite, il fallait ramener tout ça à la ferme et séparer la paille et le grain dans une batteuse qui, vous voyez la courroie ici, et cette courroie était reliée à une machine à vapeur que l'on ne voit pas sur la photo. Et tout ça secouait très fort les gerbes de blé, et il en sortait d'un côté de la paille et de l'autre côté du grain. Alors, ça voulait dire mobiliser en fait un nombre de gens, comme vous le voyez sur la photo, très très important, pendant parfois plusieurs jours de travail pour chaque ferme. Aujourd'hui, le même travail, comme vous avez pu le voir dans la vidéo que j'ai mis sur Perltrees et sur YouTube, il est fait en quelques heures par deux personnes avec une moissonneuse batteuse, un tracteur, et voilà. C'est évidemment un exemple manifeste de mécanisation. C'est pareil dans le maraîchage, c'est-à-dire dans l'agriculture qui produit des légumes, avec ces serres, comme vous l'avez vu dans l'étude de cas, ces serres au sol un peu reconstituées, parfois chauffées l'hiver, avec de l'irrigation au goutte à goutte, parfois gérée à distance par informatique. Donc ça, c'est aussi un exemple évidemment de modernisation très très importante. L'autre aspect très importante qui explique que aussi peu de monde puisse produire, aussi peu d'agriculteurs puissent produire autant de produits agricoles, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle des intrants. Alors le mot intrant, qui est un peu technique, je vais vous demander d'en retenir le sens. Les intrants, c'est tout ce que l'on fait entrer dans la culture, en particulier des céréales. Ici, les intrants, c'est des pesticides, par exemple, contre les maladies des plantes, contre les parasites des plantes qui diminuent la production. C'est aussi les engrais chimiques qui permettent d'augmenter la fertilité des sols. Quand un sol n'est pas assez fertile ou quand il est fatigué, on peut y ajouter des engrais chimiques qui vont nourrir la future récolte. Et puis c'est aussi la sélection de variétés de céréales qui sont toujours plus rentables, qui produisent toujours plus. Alors, c'est des progrès techniques qui se sont accumulés pendant la seconde moitié du XXe siècle, comme vous le voyez sur ce schéma, et qui expliquent quelque chose de tout à fait inouï dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez que depuis le XVIIIe siècle, les rendements céréaliers n'augmentaient pas beaucoup, c'est-à-dire que sur un hectare, un carré de 100 mètres sur 100 mètres, on produisait à peu près 10 quintals une tonne, quoi, en gros, de céréales, et ça depuis le XVIIIe siècle. Et à partir des années 50, à partir du moment où on s'est mis à utiliser tous ces intrants et autres progrès techniques, on s'est mis à produire, évidemment, les rendements se sont mis à exploser. Ils ont été carrément multipliés par 8 entre, disons, le milieu des années 50 et la fin du siècle, le début des années 2000. Alors depuis, ils plafonnent un peu ces rendements, on y reviendra, on verra pourquoi, mais en tout cas, ils ont connu évidemment un progrès énorme. L'autre
autre aspect de la modernisation de cette agriculture, c'est évidemment son insertion dans des filières agroalimentaires très très développées. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'exemple de la multinationale, de l'entreprise multinationale Dole qui achète aux maraîchers de la basse vallée du Rhône leurs fruits et légumes. Eh bien, cette entreprise multinationale est capable de leur acheter évidemment une grosse quantité de production et de la commercialiser à la fois en France, mais également, vous vous rappelez, partout dans le monde, jusqu'à la Suède. Et donc, beaucoup aujourd'hui d'entreprises d'exploitation agricole, que vous voyez en orange là sur ce schéma, eh bien, ont développé leurs liens, évidemment, à la fois avec les entreprises qui leur fournissent les machines dont on vient de parler, les engrais, les pesticides dont on vient de parler, mais aussi avec une filière agroalimentaire qui transforme les produits, qui les conditionne et qui les distribue. C'est le cas, évidemment, de ce qu'on appelle la grande distribution, c'est-à-dire les supermarchés, etc. Les agriculteurs sont désormais insérés dans ces filières et c'est un des aspects de la modernisation, qui n'a pas évidemment que des effets positifs, on y reviendra tout à l'heure. Alors tout ça, ça a été donc l'apparition au cours de cette seconde moitié du XXe siècle d'une agriculture qu'on appelle productiviste. C'est un terme que je vais vous demander de retenir. L'agriculture productiviste, c'est une agriculture intensive qui recherche donc des rendements élevés et qui cherche à produire. Voilà, intensif, ça signifie qu'il cherche à produire un maximum avec les moyens qui sont ceux de l'agriculteur, c'est-à-dire avec la surface de terre qu'il a, avec, eh bien, il cherche à produire toujours plus. Grâce à ces progrès technologiques divers. Je vous laisserai résumer tout ça sur le cahier en parlant effectivement du passage d'une petite agriculture paysanne ou à une agriculture productiviste, très mécanisée, utilisant l'irrigation et intégrée dans les filières de ce qu'on appelle l'agrobusiness du coup. L'agrobusiness, c'est ça, on est d'accord. Autre aspect de la modernisation, c'est celle que vous avez pu voir dans la vidéo, la première vidéo que je vous ai demandé de voir, qui parlait du bassin parisien, de la Beauce. À un moment donné, on voit un avion qui survole la Beauce et le géographe qui parle a emmené avec lui de vieilles photos aériennes et il compare avec la situation d'aujourd'hui. Il compare par exemple ces trois fermes qui en 1966 avaient, dit-il, 126 parcelles de taille moyenne. Une parcelle, c'est un champ où l'on cultive la même chose, c'est un champ défini par ce que l'on y cultive. C'est pas une exploitation, une exploitation à plusieurs parcelles, évidemment, des différents champs. Donc ces trois fermes avaient 126 parcelles avec des productions relativement diversifiées. Et la même photo au même endroit prise aujourd'hui, ça donne ça, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a eu uniformisation de la production et surtout augmentation de la taille des parcelles. Il n'y a plus que 50 parcelles autour de ces fermes. Ce qui signifie qu'il y a eu pas mal d'exode rural, il y a sans doute eu des gens qui sont partis, qui ont revendu leurs terres, et puis il y a eu surtout la volonté de créer de grandes parcelles facilement mécanisables par ceux qui sont restés. D'ailleurs, la taille des parcelles aujourd'hui, des exploitations cette fois, c'est-à-dire l'ensemble des parcelles qui appartiennent à un même propriétaire, est devenue très très grande aujourd'hui, et c'est particulièrement le cas dans ces régions céréalières, puisque vous voyez que en Île-de-France, dans le bassin parisien en général, on tourne autour de 130-140 hectares, ce qui est quand même de très très grandes exploitations. Et c'est une moyenne, bien sûr, il y en a de plus grandes. Donc ça signifie que le nombre d'exploitations et le nombre d'agriculteurs a beaucoup diminué, mais leur taille moyenne, la taille moyenne des exploitations a beaucoup augmenté en revanche, ainsi que leur rendement donc. Alors, on est en train d'essayer d'expliquer
pourquoi l'agriculture française est devenue aussi productive avec aussi peu de gens. Il y a une autre raison, c'est la spécialisation des territoires agricoles. Donc ça fait partie des évolutions récentes. Elle s'est beaucoup spécialisée, c'est ce que vous dit votre livre dans ce passage, pardon. On vous dit que cette spécialisation est le fruit de la mondialisation et de la politique agricole commune. Alors effectivement, la mondialisation, ça signifie la mise en concurrence de différents espaces agricoles. On vous dit aussi à la fin que la concurrence internationale renforce la spécialisation de ces espaces. Pourquoi ? Eh bien parce que en fait chaque région agricole se met à produire là où elle a un avantage comparatif, ce qui lui est le plus facile à produire et là où elle va être la plus rentable. C'est-à-dire qu'elle va éliminer les autres productions pour lesquelles elle n'était pas faite en matière de sol ou de climat, pour ne garder que la production la plus rentable, celle qui va résister à la concurrence des autres pays. Voilà d'où vient cette spécialisation. Alors cette spécialisation, vous l'avez en fait déjà cartographiée avec ce petit croquis, et c'est celui qu'on va utiliser. Je vais vous demander de vous rappeler cette vidéo générale auquel j'ai déjà fait allusion, celle sur l'évolution de l'agriculture française, qui dure un petit quart d'heure, je crois, ou une dizaine de minutes, et que j'avais placée ici dans Perle Trees. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la voir, parce que ça vous permettra de comprendre très concrètement ce dont on parle ici. Je vais vous demander de vous rappeler, à propos de spécialisation, on va donner donc plusieurs exemples de spécialisation de régions. Et dans cette vidéo, donc, il y avait l'exemple de cet homme-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez son métier ni l'endroit où il travaille. Vous voyez ces immenses parcelles, cet espace complètement plat. Je ne sais pas si vous vous souvenez, son métier également, il cultive des céréales. Et il est... la région où il travaille est l'exemple même d'une spécialisation à outrance, puisqu'il s'agit de la Beauce. La Beauce, c'est au sud de Paris. C'est depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, une des grandes terres à blé de la France. Et ça fait partie de ces grandes plaines du bassin parisien, ultra spécialisées à la fois dans les céréales, mais aussi dans les oléagineux, c'est-à-dire, vous savez, le tournesol, le colza. Les oléagineux, c'est ce qui sert à faire de l'huile, ça vient d'oléo, l'huile en latin. Cette région, elle est très productive, vous vous rappelez des fermes immenses qui sont ultra spécialisées donc dans les céréales, et dont une bonne partie de la production est exportée, comme vous pouvez le voir sur la carte du manuel, qui montre que le Havre, par exemple, est un grand port céréalier. Il y a des silos le long de la Seine où des bateaux fluviaux viennent charger le blé, l'emmènent au Havre, où il est ensuite transbordé sur des navires qui peuvent traverser les océans et exporter ce blé français partout dans le monde, partout où des gens veulent bien en acheter. Donc ça, c'était dans la carte ce qu'on appelle les grandes cultures productives, au rendement très très élevé. Céréales, donc oléagineux, betteraves à sucre également en Picardie, par exemple, ces choses-là. Autre exemple de spécialisation, de territoire très spécialisé, de terroir, comme on dit dans l'agriculture, très spécialisé, les vignobles français, qui sont très connus dans le monde entier. Un des plus connus, c'est celui que vous avez sous les yeux, c'est le vignoble de Champagne, qui produit le vin du même nom, qui est synonyme de fête et de luxe dans le monde entier. Alors ce vignoble de Champagne, il vient s'insérer au milieu des réalières du bassin parisien, mais pas dans la plaine. Il se développe comme la plupart des vignes en fait françaises. Il se développe à flanc de coteau, comme ça, sur les versants, parce que la vigne, ça a besoin d'un terrain qui est bien drainé, qui reste assez sec, donc où l'eau s'écoule. Et puis, il n'y en a pas beaucoup dans le bassin parisien de versants de coteaux comme ça, mais il y en a un donc en Champagne qui court, il y en a un aussi au bord de la vallée de la Marne, et c'est là que on peut faire ce vin si spécial qu'est le Champagne. Alors des vignobles
français, il y en a plein et qui sont connus partout dans le monde entier. Il n'y a pas que le vignoble de Champagne que vous voyez ici au nord. Il y a alors les deux grandes catégories de vignobles les plus connus, c'est ceux du Bordelais, les Bordeaux, et le vignoble de Bourgogne qui se décline en plein d'appellations d'origine contrôlée, en plein de vins différents que les connaisseurs connaissent bien. Quand je vous disais que le vin français, les vignobles français sont des espaces productifs connus dans le monde entier, on peut citer l'exemple du Beaujolais. Même les Japonais fêtent le Beaujolais nouveau, ils en achètent des millions de bouteilles chaque année. Ils le fêtent même, vous dit la légende de cette photo, avec quelques heures d'avance, puisque avec le décalage horaire, ils sont plus rapidement à la date du Beaujolais nouveau. Quand on rajoute à ces vignobles les espaces de maraîchage où l'on fait plutôt des légumes, ou enfin fruits et légumes, comme le Val-de-Loire ou cette région que vous avez étudiée dans l'étude de cas, c'est-à-dire la basse vallée du Rhône, on appelle ça, tout ça mis ensemble, c'est ce que vous avez en violet sur la carte, les cultures spécialisées. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on parle de cultures spécialisées, il faut savoir qu'il s'agit des fruits et légumes et de la vigne. Dernier exemple de terroir spécialisé, celui de la Bretagne qui depuis les années 60 s'est spécialisé dans l'élevage intensif, un élevage qu'on appelle hors sol, c'est-à-dire les animaux ne sortent pas, ils sont élevés en batterie dans d'immenses hangars où on leur apporte la nourriture, une nourriture souvent achetée aux entreprises agroalimentaires. Ça peut être par exemple ces dérivés du soja qu'on achète par millions de tonnes à l'Amérique latine par exemple, ou aux États-Unis, et qui arrivent pour nourrir ces bêtes. Ça peut être aussi du soja cultivé en France, mais beaucoup importé d'Amérique latine, avec, vous savez, les effets parfois désastreux sur, par exemple, la déforestation en Amazonie, puisque les Brésiliens déforestent pour planter du soja. Alors là, vous avez un élevage de poulets, mais c'est valable également en Bretagne pour ces centaines d'élevages porcins, élevage en batterie, très intensif, avec en ligne de mire l'abattoir et les tranches de jambon dans du plastique au supermarché. Voilà, c'est le grand approvisionnement pour la France des charcuteries diverses dans les supermarchés et ailleurs. Ça, c'est donc ce qu'on appelle l'élevage intensif. Vous l'avez sur la carte. Donc, pour résumer, on a une agriculture qui a énormément accentué la spécialisation. Alors, ça s'oppose à une agriculture qui existait jusque dans les années 1960, une agriculture qui était tournée vers ce qu'on appelle la polyculture. Polyculture, ça signifie en fait que partout en France, les agriculteurs faisaient un petit peu de tout pour manquer de rien. Vous voyez, ils cultivaient un petit peu de tout, ils vendaient à court dans un rayon assez limité. Et puis là, on est passé à une agriculture ultra spécialisée où chaque région est spécialisée vraiment dans un aspect très précis. Alors, ce modèle agricole, il a eu énormément d'avantages pour, en particulier, les consommateurs. Jamais l'alimentation n'a représenté un aussi faible budget, n'a représenté une aussi faible part du budget des familles. Produire en grand comme ça, produire énormément, ça a permis de rendre l'alimentation très abordable, beaucoup plus qu'elle ne l'a jamais été dans toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est un des aspects évidemment extrêmement positifs de cette évolution. Malheureusement, cette évolution vers une agriculture productiviste n'a pas eu que des effets positifs. C'est un modèle qui aujourd'hui est souvent critiqué, qui atteint un certain nombre de limites, et bien c'est un défi pour les agriculteurs et pour les espaces productifs qu'ils aménagent et dans lesquels ils travaillent, que de s'adapter à ces limites, à ces évolutions et aux demandes des consommateurs. Alors, quel problème pose cette évolution ? Elle en pose d'abord aux agriculteurs eux-mêmes parfois.
Et là, je vous demande vraiment d'aller voir une vidéo dont je ne vous avais pas parlé dans les devoirs, mais que j'ai mis à cet endroit-là dans Pearl Trees, dans le dossier que je vous avais adressé. C'est une vidéo qui permet de faire le tour sur les raisons du malaise agricole. On entend beaucoup parler des difficultés des agriculteurs depuis au moins 1 ou 2 ans, c'est un sujet d'actualité. On entend parler par exemple du taux de suicide dans cette profession. Alors tous les agriculteurs ne se suicident pas, mais il y a vraiment un taux de suicide qui est quand même assez effrayant, de faillites, de difficultés diverses, etc. Et puis, hors des cas extrêmes, il y a un malaise généralisé dans la profession. Alors, je vous demande d'en faire le tour avec cette vidéo qui dure 3 minutes et qui permet de faire le point plus que je ne peux le faire ici. Alors, parmi les difficultés, eh bien, il y a cette fameuse insertion dans les filières agroalimentaires, dans l'agrobusiness. Pourquoi ? Vous voyez que l'agriculteur, dans ce schéma, il est au centre. Là, ce que vous avez entouré en vert, c'est l'exploitation agricole. Alors, cette exploitation agricole, eh bien, elle est de plus en plus dépendante de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire, en quelque sorte, avant elle, avant la production, et de ce qu'il y a en aval, c'est-à-dire après elle. Pourquoi elle est dépendante de ce qu'il y a en amont ? Eh bien, parce que, évidemment, acheter tous ces engrais, ces pesticides, ces machines agricoles puissantes, etc., tout ça coûte très très cher. C'est un énorme investissement pour chaque agriculteur. Il faut qu'il soit absolument sûr de pouvoir le financer. Et pour le financer, en général, il a emprunté. Vous voyez, à droite, en bleu, ce qu'on appelle le prêt, c'est l'action des banques, en fait, qui prêtent aux agriculteurs. Résultat des courses, donc des investissements très coûteux pour les agriculteurs, des emprunts, des endettements, etc., souvent très très impressionnants par rapport aux revenus des agriculteurs. Ensuite, il y a la dépendance vis-à-vis de l'amont. Alors, vous le savez bien, en particulier ceux qui ont fait le projet Marguerite en 5e, mais vous savez bien que les agriculteurs pèsent peu dans la fixation des prix agricoles et que souvent, ils sont victimes des marges énormes que prennent, des bénéfices énormes que prennent à la fois les transformateurs, l'industrie agroalimentaire qui transforme par exemple du lait en yaourt, disons, mais aussi et surtout la grande distribution, c'est-à-dire ceux qui vendent les produits au final. Les agriculteurs, souvent, dans ce rapport de force, pèsent peu et se voient imposer des marges très très faibles. Je vais vous en donner quelques exemples. Pour une baguette de pain, par exemple, qui coûte en moyenne 90 centimes, 1 euro, ce qui revient à l'agriculteur, c'est 5 centimes. C'est-à-dire celui qui a produit le blé qui va servir à fabriquer le pain ne touche que 5 centimes sur 1 euro. Pour une bouteille de lait, qui va être vendue autour de 80 centimes, l'agriculteur va toucher 24 centimes. Sachant que c'est un travail extraordinairement exigeant que de gérer des vaches laitières, c'est du vivant, c'est 24 heures sur 24, c'est 365 jours sur 365, et il touche un quart du prix final du lait. Pour un yaourt à 1,22 €, c'est 20 centimes. Voilà. Donc celui qui a fait en gros le plus gros travail n'est pas celui à qui le produit rapporte le plus. Donc voilà, ce qui pose problème dans cet agrobusiness actuel, c'est ce partage très déséquilibré des bénéfices au profit des entreprises qui transforment et surtout qui vendent les produits alimentaires et en défaveur des agriculteurs. Donc je vous recommande encore une fois d'aller voir cette vidéo et je vous laisserai résumer ensuite sur votre cahier cette difficulté posée aux agriculteurs par toutes ces modernisations qui les mettent parfois en difficulté, en tout cas qui creusent les écarts entre eux, sachant qu'aujourd'hui il y a à peu près une exploitation sur 5 qui est en déficit, c'est-à-dire qui ne produit pas suffisamment
pour dégager un salaire pour celui qui l'anime et lui permettre de rembourser ses emprunts aussi, ce qui place les gens évidemment dans une situation extrêmement difficile. Alors, autre aspect difficile pour les agriculteurs, je vais prendre l'exemple à nouveau de la vidéo la plus générale, celle de 10 minutes qui était placée ici dans Pearl Trees. Je ne sais pas si vous vous rappelez cet agriculteur, donc Beauceron, auquel j'ai déjà fait allusion, l'agriculteur céréalier, là, qui semble tout seul, qui semble travailler tout seul au milieu de son énorme exploitation. En fait, c'est vraiment l'impression de solitude et d'isolement, elle est tout à fait trompeuse parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, il est en train de planifier son travail en fonction des cours internationaux du blé qu'il est en train de consulter en direct sur son ordinateur embarqué là. Donc il est en train de consulter les prix internationaux du blé, qui sont des prix très fluctuants, c'est-à-dire qui changent très fréquemment de semaine en semaine, et des prix dont va dépendre son revenu. Alors c'est une bonne illustration de la manière dont les agriculteurs sont devenus totalement dépendants de choses qui les dépassent, c'est-à-dire des échanges internationaux, de la mondialisation. Vous vous rappelez, c'est aussi le cas des agriculteurs de la vallée du Rhône, de la basse vallée du Rhône, qui produisent des fruits et légumes et qui les produisent beaucoup pour l'exportation. Vous vous rappelez ces grands marchés d'intérêt national, l'exportation depuis Marseille, etc. Et vous vous rappelez également que ces maraîchers de la basse vallée du Rhône, de plus en plus, ils sont concurrencés par des pays qui font la même chose, c'est-à-dire l'Espagne, le Maroc, le Maghreb en général, et voire des pays d'Amérique latine, qui n'ont pas les mêmes salaires et qui donc peuvent produire à moindre coût et concurrencer très durement ces agriculteurs. C'est un autre exemple avec le céréalier d'agriculteurs français qui peuvent être bousculés par la mondialisation. La mondialisation, c'est une opportunité. Ça peut être aussi pour certains un défi très difficile à relever. Cette carte montre d'ailleurs que la France n'est pas seulement un produit exportateur, mais qu'elle importe aussi beaucoup de produits. Je vais vous donner un exemple. On vous dit que de Nouvelle-Zélande viennent de la viande et des fruits. La Nouvelle-Zélande, par exemple, produit une production intensive de viande d'agneau qui traverse la moitié du monde. La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment aux antipodes. Donc, cet agneau congelé traverse par porte-container la moitié du monde et il arrive dans nos supermarchés moins cher qu'un agneau qui aurait été produit, par exemple, dans les Alpes de Haute-Provence. Malgré l'incroyable voyage qu'il a fait, il arrive quand même moins cher. Donc voilà un exemple aussi d'agriculteurs bousculés par la mondialisation. Donc, en fait, il y a des régions qui ont plus de mal que d'autres, des espaces agricoles qui ont beaucoup plus de mal que d'autres à s'adapter à la mondialisation et pour qui la mondialisation est plutôt une difficulté plutôt qu'une opportunité. C'est le cas en particulier de toutes ces régions essentiellement de montagne, vous voyez les Vosges, les Alpes, le Massif central, les Pyrénées et les abords du Massif central, qui sont des régions assez peu rentables en termes d'agriculture, donc où il y a beaucoup de déprises agricoles, beaucoup d'agriculteurs, la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée, c'est des agriculteurs qui ont du mal à faire reprendre leurs exploitations, c'est des espaces productifs agricoles qui ont un petit peu de mal à se perpétuer et dont certains déclinent de manière un peu impressionnante. Il y a aussi les Ardennes ici au nord de la France, au nord-est de la France. Et ça, donc, ça rentre dans ce que vous avez mis en vert pâle, ce qu'on appelle les régions de polyculture et d'élevage peu productif, puisqu'en montagne, en général, la spécialité des agriculteurs, c'est l'élevage. Mais pas du tout le même élevage qu'en Bretagne, intensif, etc. Donc, je vous laisserai rajouter ceci à la trace écrite du cahier. Et l'autre limite donc de ce modèle agricole productiviste, c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, c'est les limites en matière de développement durable. Alors,
Cette carte peut résumer les différentes critiques qui sont faites à l'agriculture productiviste. En particulier donc la pollution évidemment par l'utilisation de produits chimiques, les engrais, les pesticides, pollution à la fois des sols qui parfois désormais sont saturés, dont les rendements n'augmentent plus désormais, des sols un peu morts hein, où les bactéries, les vers de terre ont été chassés et ce qui nécessite d'utiliser toujours plus d'engrais, ce qui est un peu un cercle vicieux. Et donc, ça concerne en particulier les régions céréalières, mais ça peut aussi concerner certaines régions de maraîchage. Ça peut être également la trop grosse utilisation de l'eau des cours d'eau ou des nappes phréatiques. On laisse pas aux nappes phréatiques le temps de se renouveler. Et là, la céréaliculture du Nord, par exemple, qui est très gourmande en eau, pose ce type de problème. À propos de réserves en eau, ça pose aussi le problème de la pollution des eaux par, en particulier, les engrais et les pesticides que l'on retrouve parfois dans l'eau qui va être filtrée pour la consommation humaine. Et il y a des régions qui sont obligées, c'est le cas de ces régions de céréaliculture, de construire de plus en plus de stations d'épuration, par exemple, ou des stations d'épuration de plus en plus efficaces pour éviter que les consommateurs ne soient pénalisés par cette pollution de l'eau par les sous-produits de l'agriculture intensive. C'est évidemment l'occasion de conflits entre les collectivités locales, les consommateurs qui protestent, etc., et les agriculteurs qui disent bien sûr qu'ils ne font que leur métier. Ça peut être un exemple de conflit d'usage sur un territoire. Autre exemple, hein, si vous retenez un exemple qui est très frappant parce qu'il est très spectaculaire, c'est le sous-produit de l'élevage intensif en Bretagne. Le lisier, c'est-à-dire les excréments des porcs, entre autres, qui contiennent énormément d'azote, et bien souvent se terminent dans les cours d'eau. Et ces cours d'eau allant se jeter à la mer, ça transforme la composition chimique en quelque sorte des eaux qui sont proches du littoral, et ça favorise la prolifération d'une algue verte qui régulièrement au printemps envahit le littoral breton et qui vient par exemple perturber le tourisme et qui oblige les communes du littoral breton à par exemple nettoyer ces plages comme vous le voyez en bas avec des tractopelles, enfin des moyens coûteux. Et voilà, là aussi un exemple de conflit d'usage entre l'agriculture intensive et d'autres activités comme le tourisme. Avec évidemment des réactions des associations écologistes qui protestent contre l'élevage industriel et contre ses conséquences. Si vous vous rappelez à nouveau de cette vidéo la plus générale, vous avez compris, et vous le savez déjà d'ailleurs, qu'un certain nombre d'agriculteurs essayent de réagir contre ce modèle-là en passant, vous vous rappelez comme ce maraîcher du sud de la France, ici, près de Carcassonne, en passant à une agriculture biologique. Alors, a priori, quand on regarde son exploitation vue de drone comme ça, on pourrait se dire, voilà encore une serre type, je sais pas, Basse-Vallée du Rhône, Andalousie, avec les mêmes procédés, etc., du genre culture hors sol, etc. Mais quand on voit le film et qu'on regarde sa serre, on s'aperçoit que les plantes sont en pleine terre, qu'il a choisi des variétés locales, qu'il n'utilise, donc c'est la définition de l'agriculture biologique, aucun produit phytosanitaire, c'est-à-dire aucun intrant du type pesticide ou engrais, qu'il désherbe par des moyens mécaniques et humains. Quand il veut préserver ses récoltes des parasites, il les recouvre de filets, il ne met pas de produits, mais il essaye de faire autrement. Donc ça, c'est une agriculture, c'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en France, l'agriculture biologique ?
premier constat, quand on regarde cette courbe, on s'aperçoit que la surface en hectares, vous avez à la fois à gauche le nombre d'exploitations et à droite la surface en hectares. Alors le nombre d'exploitations, il est avec les barres vertes, et la surface en hectares, c'est la courbe orange. Donc si, évidemment, vous voyez bien l'évolution, on voit que depuis le milieu des années 2000, le nombre d'exploitations, comme la surface en hectares, est en train d'augmenter assez rapidement. Il n'y en avait à peu près que 10 000 exploitations en 2002, on en est aujourd'hui à plus de 300 000. Et la surface en hectares également a augmenté. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. En fait, cette agriculture biologique reste malgré tout minoritaire. Ce n'est pas la majorité des agriculteurs français qui sont passés en bio, parce que c'est un processus très complexe qui nécessite une transition de 3 ans, des contrôles, etc. Et qui est évidemment un renouvellement total de l'approche du métier. D'autres agriculteurs ont privilégié plutôt ce qu'on appelle une agriculture raisonnée, c'est-à-dire une agriculture qui continue à utiliser des produits phytosanitaires, mais de manière beaucoup moins importante et de manière beaucoup plus raisonnable, on va dire. Cette agriculture bio, elle rencontre un succès certain auprès des consommateurs, d'où la tentative des collectivités locales de la promouvoir, etc., comme on le voit ici, parce que vous avez un guide du département du Vaucluse qui explique où l'on peut se procurer ces produits bio. Donc je vous laisserai mettre la définition à la fois de l'agriculture raisonnée et de l'agriculture biologique. Et je voudrais conclure sur un autre aspect de la réaction à ce modèle productiviste, un aspect dont on peut donner un exemple local à côté du collège, celui du magasin Fermela qui est à la Valbonne, dont vous savez sans doute ce qui le distingue d'un supermarché ou d'un magasin alimentaire classique. Tous les gens qui travaillent là et les produits qui sont vendus viennent d'agriculteurs qui travaillent dans le coin et qui ont décidé de mettre en commun leur énergie et leurs fonds pour commercialiser directement leurs produits. Donc l'idée, c'est évidemment de court-circuiter ces distributeurs qui souvent prennent des marges excessives et d'avoir un rapport direct avec le client, puisqu'ils alternent pour venir servir les clients. Je vous le recommande d'ailleurs, c'est de très bons produits. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on rencontre de plus en plus, un peu partout en France. Alors là aussi, c'est pas ça n'est pas devenu majoritaire. La majorité des aliments consommés en France continuent à avoir été achetés en supermarché, d'accord. Mais la part de ces circuits courts, de ces magasins de producteurs, augmente depuis quelques années. Ça rencontre effectivement une demande importante de la part des consommateurs. Donc voilà quelques aspects des limites de l'agriculture productiviste et la manière dont un certain nombre d'agriculteurs essayent de relever le défi de ces limites, enfin essayent de contourner ces limites et de s'adapter à la fois à la demande des producteurs, à la demande des consommateurs, et aux pressions de la mondialisation ou de la grande distribution. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous laisse donc mettre la trace écrite dans votre cahier. Merci de votre attention et bonne fin de journée.